Personne ne naît pauvre par hasard. Et pourtant, des millions de vies semblent condamnées avant même d'avoir commencé. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. C'est un filet invisible, un filet serré, un filet qui se referme lentement, sans bruit. De l'extérieur, on voit des chiffres, des salaires bas, des loyers trop chers, des factures impayées. Mais à l'intérieur, il y a autre chose, une mécanique silencieuse, un système qui tourne depuis longtemps. Un enfant naît dans un quartier riche, un autre naît dans un quartier pauvre. Le premier grandit entouré de livres, de calme, de contacts utiles. Le second grandit avec le bruit, le stress et l'urgence. Le premier apprend que le monde est plein d'options. Le second apprend que le monde est plein de limites. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de départ. Quand on commence une course 10 mètres derrière les autres, on peut courir très vite, on reste quand même derrière. La pauvreté use le corps, elle use l'esprit, elle prend du temps, elle prend de l'énergie. Chaque jour devient un calcul. Comment payer le loyer, comment remplir le frigo, comment éviter les pénalités de retard. Le cerveau est occupé par la survie. Et quand on survit, on ne planifie pas loin. Un homme travaille dur, 10 heures par jour, il gagne juste assez pour vivre, pas assez pour économiser, pas assez pour investir. Chaque mois, tout disparaît. Il n'est pas paresseux, il est fatigué, très fatigué. Une femme élève seule ses enfants. Elle compte chaque pièce, elle renonce à ses soins médicaux, elle reporte ses rêves. Elle fait des choix courts, parce que le court terme est urgent, le long terme attend, il attend toujours. La pauvreté crée l'urgence. L'urgence pousse à des décisions rapides, parfois mauvaises. Acheter moins cher, mais de mauvaise qualité. Emprunter avec des intérêts élevés. Accepter un travail mal payé, mais immédiat. Chaque choix semble logique sur le moment, mais à long terme, il coûte plus cher. Un crédit à taux élevé semble être une solution. Il devient une chaîne. Une petite dette devient grande. Les intérêts grandissent dans l'ombre. Et un jour, le revenu ne suffit plus. Les riches achètent du temps, les pauvres vendent leur temps. C'est une différence simple, mais elle change tout. Celui qui a de l'argent peut attendre, il peut refuser une mauvaise offre, il peut prendre un risque calculé, il peut investir. Celui qui n'a rien ne peut pas attendre, il doit accepter maintenant, même si c'est injuste, même si c'est mal payé. La pauvreté limite les choix. Moins de choix, moins de pouvoir, moins de pouvoir, moins de liberté. On dit souvent que tout le monde a les mêmes chances, mais les chances ne sont pas égales. Les écoles ne sont pas égales, les réseaux ne sont pas égaux, les informations ne sont pas égales. Un adolescent dans un quartier favorisé entend parler de stages, d'écoles privées, de mentors. Il voit des adultes qui ont réussi, il imagine un futur large. Un autre adolescent voit surtout des emplois précaires, il voit des adultes fatigués, il imagine un futur étroit. L'imagination est un moteur. Si elle est petite, le moteur est petit. La pauvreté réduit aussi la confiance. Quand on échoue souvent, même pour des raisons externes, on finit par douter de soi. On croit que le problème vient de nous, on baisse les yeux, on vise moins haut. Ce doute devient une barrière invisible. On ne postule pas, on ne demande pas d'augmentation, on ne tente pas un projet. On se protège du rejet, mais en se protégeant, on reste sur place. La société parle beaucoup de mérite, elle parle moins de contexte. Pourtant, le contexte décide souvent du résultat. Un jeune talentueux sans soutien peut abandonner. Un jeune moyen avec soutien peut réussir. Ce n'est pas juste, mais c'est réel. La pauvreté se transmet souvent comme un héritage silencieux. Pas par les gènes, par l'environnement, par les habitudes, par les peurs. Si les parents ont vécu dans l'instabilité, ils apprennent à leurs enfants à se méfier, à ne pas rêver trop grand, à choisir la sécurité immédiate. C'est une protection, mais c'est aussi une limite. L'argent donne accès à l'information, il donne accès aux bons conseils, il donne accès aux erreurs sans conséquences graves. Un jeune riche peut échouer dans un projet, il aura un filet de sécurité. Un jeune pauvre ne peut pas se permettre un grand échec. L'échec peut coûter le logement, il peut coûter la santé. Alors il joue petit, il choisit sûr, il évite le risque, mais sans risque, peu de progrès. Il y a aussi la géographie. Certains quartiers ont peu d'emplois qualifiés, peu de transports, peu de services. Se déplacer coûte cher, déménager coûte cher. Rester est plus simple, mais rester signifie souvent rester au même niveau. La santé joue un rôle silencieux. Les pauvres ont plus de stress, plus de travail physique, moins d'accès aux soins. Une maladie peut détruire des années d'efforts.
Une facture médicale peut anéantir une petite épargne. Le stress constant change le cerveau. Il réduit la capacité à réfléchir calmement. Il pousse à chercher un soulagement rapide, une dépense impulsive, une habitude nocive. Ce ne sont pas des défauts moraux, ce sont des réactions humaines à une pression constante. On juge souvent les pauvres sur leurs dépenses. On regarde un téléphone neuf, on critique. On oublie que parfois ce téléphone est le seul luxe, le seul symbole de dignité, le seul outil pour chercher du travail. La pauvreté isole, les réseaux sont faibles. Or, les réseaux ouvrent des portes. Beaucoup d'emplois se trouvent par relation, par recommandation. Si personne autour de vous ne travaille pas dans certains secteurs, ces secteurs restent invisibles. Le capital social est réel, il ne se voit pas, mais il agit. Il y a aussi les règles du jeu, les lois fiscales, les aides, les systèmes bancaires, souvent complexes. Ceux qui ont de l'éducation et du conseil en profitent mieux, les autres passent à côté. Un entrepreneur riche peut utiliser des stratégies légales pour payer moins d'impôts. Un travailleur pauvre paie chaque taxe sur chaque achat. La différence est subtile, mais sur 20 ans, elle est énorme. Les riches achètent des actifs, des maisons, des actions. Ces actifs prennent de la valeur avec le temps. Pendant qu'ils dorment, leur argent travaille. Les pauvres possèdent peu d'actifs, ils possèdent surtout leur force de travail. Quand ils arrêtent de travailler, l'argent s'arrête. Le temps devient un allié pour les uns, un ennemi pour les autres. L'inflation frappe plus fort ceux qui ont peu. Quand les prix augmentent, celui qui a une marge peut s'adapter. Celui qui vit au jour le jour tombe en déficit. On parle de liberté financière. Mais comment parler de liberté quand chaque décision est dictée par la peur de manquer? La peur est un fil rouge. Peur de perdre l'emploi, peur de ne pas payer, peur d'être expulsé. Cette peur pousse à accepter l'incorcassable, des horaires abusifs, des conditions difficiles, des salaires bas. Et le système continue. Les médias montrent des histoires de réussite spectaculaires. L'homme parti de rien devenu riche, la femme qui a tout construit seule. Ces histoires existent, elles inspirent, mais elles sont rares, très rares. On ne montre pas les milliers qui ont essayé et échoué. On ne montre pas ceux qui travaillent dur depuis 30 ans sans sortir de la précarité. Le silence est là. On dit que les pauvres doivent mieux gérer leur argent. C'est parfois vrai, mais gérer peu reste gérer peu. Économiser sur un revenu très bas ne crée pas un capital important. Cela demande des années, et la moindre urgence peut tout effacer. La pauvreté est aussi liée au coût de la pauvreté. Les pauvres paient souvent plus cher, ils paient plus d'intérêts, ils paient des frais de retard, ils achètent en petite quantité à prix plus élevé, ils louent au lieu d'acheter. À long terme, cela coûte plus. C'est un cercle discret, mais puissant. Il y a aussi la fatigue mentale. Prendre des décisions constantes sur l'argent épuise. L'épuisement mène à des erreurs. Les erreurs coûtent cher, et le cercle continue. La pauvreté réduit l'horizon. Quand on vit dans l'incertitude, penser à 10 ans semble irréel. On pense à la semaine, au mois. Le futur lointain devient flou. Les riches parlent d'investissement à long terme. Les pauvres parlent de fin de mois. Ce ne sont pas les mêmes conversations, pas les mêmes priorités. L'éducation pourrait être une porte de sortie, mais elle a un coût, pas seulement financier, un coût en temps, un coût en énergie. Étudier en même temps que travailler est possible, mais difficile, très difficile. Beaucoup abandonnent, non par manque de capacité, par manque de souffle. Il existe aussi une forme de honte, la honte de ne pas réussir, la honte de demander de l'aide. Cette honte isole encore plus, elle empêche de chercher des opportunités. Dans certains milieux, réussir signifie quitter son quartier, quitter sa famille. Certains hésitent, ils se sentent coupables d'avancer, comme si réussir était une trahison. Le poids social est fort. La pauvreté touche aussi la manière dont les autres vous voient. Un nom, une adresse, un accent peuvent fermer des portes. Les préjugés existent, ils ne sont pas toujours visibles, mais ils influencent des décisions. Un recruteur peut choisir inconsciemment un candidat qui lui ressemble. Le candidat différent reste dehors, encore une fois. La répétition crée une tendance. La tendance crée une statistique. La statistique devient une réalité. Il y a des pays où la mobilité sociale est faible. Naître pauvre signifie souvent mourir pauvre. Ce n'est pas une fatalité biologique, c'est une structure. Les aides sociales existent, elles sauvent des vies, mais elles sont parfois insuffisantes, parfois complexes à obtenir, parfois stigmatisantes. Certaines personnes évitent ces aides par prière, d'autres ne connaissent pas leurs droits, l'information manque. La technologie promet des opportunités. Internet, formation en ligne, travail à distance, c'est réel, mais il faut un ordinateur, une connexion stable, du temps, un espace calme. Tout le monde ne les a pas. On dit que l'effort suffit,
Mais l'effort sans levier reste limité. Un levier peut être un mentor, un contact, un prêt à bateau, un environnement stable. Sans levier, la force seule fatigue. La pauvreté est souvent invisible pour ceux qui ne la vivent pas. Ils voient des comportements, ils jugent, ils ne voient pas les contraintes cachées. Ils ne voient pas la mère qui saute un repas pour nourrir ses enfants. Ils ne voient pas le père qui marche 1 heure pour économiser le transport. Ils ne voient pas les nuits sans sommeil à cause des dettes. Ils voient le résultat, pas le combat. Il existe aussi une dimension politique. Les décisions publiques influencent les salaires, les logements, les soins. Mais ces décisions sont loin du quotidien des plus pauvres. Leur voix est faible, leur influence limitée. Ceux qui ont du pouvoir défendent souvent leurs intérêts, c'est humain, mais cela crée un déséquilibre. Le système économique récompense le capital plus que le travail. Celui qui possède gagne plus que celui qui exécute. C'est une règle simple,